Bonsoir, bienvenue au Centre de l'Universalité pour une autre conférence avec Daniel. Depuis des temps, l'homme savait faire la différence entre la réalité et l'illusion. Auparavant, l'homme était capable, ayant moins d'ego, de faire cette différence. Par la suite, au cours des temps, une nouvelle dimension spirituelle s'est faite chez l'homme. Sa psychologie humaine s'est agrandie. Il a toujours eu recours au monde des rêves et des songes. Si on fait référence aux songes bibliques, vous pouvez voir que, à ce moment-là, Dieu transmettait à ses prophètes ses paroles, ses messages. Plus tard, nous avons eu aussi un personnage un peu burlesque pour certains, qui était Jules Verne. Un personnage d'une autre dimension, qui s'est avéré par la suite quelqu'un dans qui on pouvait faire plusieurs références. Plus près de nous, on a Edgar Cayce, qui recevait, dans ses songes ou dans son sommeil, les instructions nécessaires pour guérir les gens. Alors, à quel point pouvons-nous nous fier à tout ce qui vient dans notre tête lorsque nous sommes conscients ou inconscients? La conscience du rêve est, chez certains, parfois permanente, pour d'autres, il n'en est rien. Alors ce soir, on va essayer de voir et d'étudier avec Daniel ce qui se passe au sujet des rêves et, en même temps, voir jusqu'à quel point cela peut nous instruire. Et que pouvons-nous faire avec ces rêves? Est-ce que pour l'homme futur, ce sera la même démarche que nous avons présentement ou s'il y aura un autre aboutissement à l'utilité de travailler sur les rêves? Accueillons Daniel Kem pour nous parler de ce que c'est qu'un rêve et de son utilité. Daniel, s'il vous plaît. Une grande question. Qu'est-ce qu'un rêve? Avant de commencer. Bon, disons que le rêve, c'est un peu la même chose que lorsque l'être humain pense. Sauf que dans le rêve, il pense apparemment sans penser. Et dans la pensée consciente, il rêve sans apparemment rêver. On peut presque dire, à un moment donné, il y a un bonhomme qui a dit, ça fait longtemps de ça, un jour en rêve, un homme devint un papillon, et un jour en rêve, un papillon devint un homme. Lorsque l'homme s'endort, il rêve qu'il est un papillon, et lorsque l'homme se réveille, c'est le papillon qui s'endort et qui rêve qu'il est un homme. Il y a beaucoup de philosophes qui ont spéculé sur le phénomène. Est-ce que présentement on rêve et on vit réellement quand on dort? Ou si c'est l'inverse? Évidemment, on est tous d'accord pour dire que présentement on ne rêve pas. Sauf que j'ai dit souvent que l'homme pensait qu'il pensait, mais que l'être humain ne pensait pas comme tel. C'est-à-dire qu'il était manipulé dans ce qu'il appelait sa pensée. Le rêve, c'est un peu la même chose, sauf que l'humain n'a pas la conscience qu'il manipule le rêve, tandis que la pensée, l'humain a la conscience ou l'illusion qu'il manipule la pensée. Lorsque je dis que l'être humain ne pense pas, c'est-à-dire que l'être humain, évidemment, il y a une pensée chez lui, mais que ce n'est pas l'homme ou la femme qui est le contrôleur de cette pensée, ça frustre énormément beaucoup d'humains qui ont toujours, disons, cru qu'ils avaient un libre arbitre total et qu'ils étaient les maîtres contrôleurs de leur vie, de ce qui leur arrivait, etc., etc. Lorsqu'à un moment donné, on se rend compte que ce que l'on veut dans la vie n'arrive pas, alors on peut parler du karma, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des théories qui essaient de toujours nous laisser le libre arbitre et qui vont venir expliquer nos échecs. Par exemple, j'ai le libre arbitre total, mais c'est à cause de la société que j'arrive pas. Bon, alors en réalité, t'as pas le libre arbitre total, sinon tu arriverais. J'ai le libre arbitre total, mais c'est à cause que je suis né dans une famille pauvre que je ne suis pas arrivé. Donc, tu replaces toujours à l'extérieur. J'ai un libre arbitre total, mais c'est à cause de mon karma de mes vies antérieures, par exemple. Ou encore parce que Dieu n'a pas voulu que j'accomplisse ce que je voulais faire. L'humain est toujours convaincu qu'il a un libre arbitre total, même si l'humain vit quotidiennement le fait qu'il n'a pas de libre arbitre. Dans sa pensée, l'homme continue à vivre le même phénomène, c'est-à-dire que l'humain est convaincu que c'est lui qui pense. Alors que lorsqu'une personne vient pour se coucher,
Elle se couche, elle s'étend, elle se couvre et elle ne peut pas dormir parce que ça pense dans sa tête. Alors, si elle est le maître contrôleur de sa pensée, elle n'a qu'à arrêter de penser. Mais ça n'arrête pas de penser. Même si l'humain découvre que ça n'arrête pas de penser, il continue à penser que c'est lui qui pense. Lorsque l'être humain pense, je te donne un exemple, comment l'être humain fait-il pour, dans une discussion par exemple, partir du coq et se ramasser à l'âne? Je suis le maître de ma pensée. De quoi on parlait déjà au début, là? Bon. Souvent, on a des hommes d'affaires, justement, qui vont commencer à parler de quelque chose, puis à un moment donné, bon, on s'en va. Hein? Un peu comme un vieux singe qui bondit d'arbre en arbre, la pensée s'en va, et l'humain est convaincu que c'est lui qui la détermine. À un moment donné, on va dire, parce que c'est un peu comme la pensée, c'est un peu comme la mémoire. Est-ce que tu peux te rappeler comme tu veux? Si tu ne peux pas te rappeler comme tu veux, tu ne peux sans doute pas penser comme tu veux. Lorsque l'être humain pense, il est manipulé, c'est-à-dire qu'il est relié à quelque chose qu'on doit baptiser à un moment donné si on va arriver à pouvoir échanger dans une communication. L'être humain va être manipulé par une mémoire. La pensée, premièrement, il faut comprendre immédiatement que la pensée vient de la mémoire, c'est-à-dire que si l'être humain n'a pas de mémoire, il ne pense pas. Bon, ça c'est sine qua non, c'est de base à comprendre. Souvent, quand je dis cela, encore une fois, on va s'objecter, alors je n'ai qu'à dire penser en allemand. Oh, mais je n'ai pas appris l'allemand, voilà. Alors tu penses en français ou en anglais parce que tu as appris. Mais si tu n'as pas appris ces langues, tu ne peux pas penser en parlant. Non, mais on peut penser avec des images. Oui, tu penses à un cheval parce que tu as vu le cheval. Tu penses à un ciel bleu parce que tu connais le bleu. Mais si tu n'as aucune mémoire, tu ne peux pas penser. Et ça, on n'a pas besoin de me croire, on a simplement à essayer d'observer de quelle façon on pense et d'essayer de déterminer si dans cette pensée, il y a du neuf. L'humain va dire oui, mais on peut créer de nouveaux concepts, oui, à partir de la mémoire, à partir des vieilles choses. Mais on ne peut pas créer du neuf à partir du neuf, pas avec la pensée. Alors donc, l'humain doit observer ce phénomène. Il n'est pas question de me croire, de toute façon, la croyance, c'est une chose intéressante, mais ça n'amène pas au savoir. L'humain doit observer, l'observation amène au savoir. Et dans sa pensée, on a juste à observer et à se demander, à essayer de trouver quelque chose qui réellement provient du neuf. On n'en trouvera pas. La pensée provient de la mémoire, donc la pensée est déterminée par la faculté qu'a l'humain de se souvenir des choses utiles à la gestion logique de ce qu'il appelle la pensée. Si l'humain ne se rappelle pas, il ne peut pas penser aussi bien. Il peut être efficace dans la vie, parce que la pensée n'a rien à voir avec la vie. Un être humain peut être extrêmement efficace en pleine action, mais justement, il n'a pas besoin de penser. On peut être efficace en jouant au tennis, mais on n'a pas besoin de penser. On peut attraper une balle de baseball qui vient à toute vitesse vers soi, mais si on pense, on risque de l'attraper avec la face. Si on ne pense pas, on va agir et on va l'attraper avec la mitaine ou avec la main. On va l'éviter. Lorsque l'être humain entre, par exemple, prenons l'exemple des guerriers, ceux qui se battent, évidemment, ils ne pensent pas, parce que s'ils pensent, ils se font tuer. Ils doivent être efficaces. Et la pensée peut servir l'humain dans une efficacité lorsqu'il n'y a pas d'action. Là où ça ne nécessite pas la vie, il n'y a pas besoin de penser. L'homme d'affaires qui, à un moment donné, prend une décision extrêmement rapide, il arrive ceci, il arrive cela, il prend une décision, c'est de l'intuition. Mais il la prend instantanément. Et s'il doit réfléchir, alors là, il y a des chances de prendre la mauvaise décision parce qu'il risque de se faire manipuler. C'est-à-dire qu'il va penser qu'il pense. Se fiant à sa pensée, il risque carrément de se faire avoir. Le rêve, qu'est-ce que c'est? Le rêve, c'est donc c'est le même phénomène que la pensée, sauf que dans le rêve, habituellement, l'humain n'a pas l'illusion que c'est lui qui rêve. Il va dire, j'ai rêvé, mais j'ai fait un cauchemar. Alors on va dire, pourquoi tu as fait un cauchemar? L'humain n'a pas l'idée, l'humain dans le rêve ne vit pas l'illusion que c'est lui qui décide, que son rêve est intentionnel. Tandis que dans le rêve conscient, la pensée, l'imagination, la création artistique, etc., là, l'humain, il est convaincu que c'est lui qui détermine sa pensée. Et donc, la différence entre la pensée, par exemple, et le rêve, il n'y en a pas. Sauf que dans la pensée, il y a l'illusion, l'être humain est convaincu que c'est lui qui pense. Et on n'a rien qu'à lui dire de cesser de penser. Alors, assez qu'à un moment donné, on va même faire des cours, on va bâtir des écoles de contrôle de la pensée. Si c'est toi qui penses, tu n'as pas besoin d'apprendre à contrôler ta pensée. Mais si ce n'est pas toi qui penses, il faudra que quelque chose chez toi apprenne à contrôler la pensée. Et c'est pourquoi on a des écoles de pensée, c'est pourquoi on a des techniques pour apprendre à penser, c'est pourquoi on a des méditations, style transcendantal ou zen ou etc., où l'humain doit arriver à faire le vide, à ne plus penser. Mais souvent, dans ces techniques, on pense à rien. Ce n'est pas comme ne pas penser. Alors souvent, lorsque l'humain pense à rien, il pense toujours,
même s'il reste convaincu qu'il n'y a plus de pensée. Mais il pense. Alors l'humain, par cette technique, ce genre de méditation, ne devient pas instantané, il reste mémoriel, mais il ne voit rien dans son écran de pensée. Il pense à rien. Tandis que lorsque l'être humain arrive à ne plus penser, c'est autre chose. Là, l'être humain qui peut ne plus penser contrôle la pensée. Mais l'être humain qui contrôle la pensée, il se trouve qu'il ne pensera plus. Il va agir, il va parler, il va écrire, il va bâtir, mais il n'aura pas besoin de penser avant. On va dire, oui, mais tu sais, tu décides que tu veux faire quelque chose. Par exemple, tu veux bâtir un édifice. Faut bien que tu y penses. Oui, il y a celui qui y pense et il y a celui qui la dessine. Il ne pense pas. Il y a celui qui la dessine en pensant et c'est plus long. Et il va être insatisfait, il va recommencer. Bon, le rêve, c'est comme la pensée. Dans le rêve, on est convaincu qu'on chemine quelque part, soit dans nos mémoires, soit dans les mémoires akashiques, soit dans la conscience collective, soit dans le monde astral, soit dans le monde de la mort, soit dans le ciel, soit dans le nirvana, soit dans notre conscience biologique, soit dans nos problèmes, notre cas quotidien, soit dans ce qu'on voudra. Bon. Tandis que dans la pensée, on est convaincu que là, on pense. Mais on est manipulé de la même façon. C'est pourquoi un être humain peut penser, réveiller, et soudainement avoir un contact avec un maître, un guide ou quelque chose dans le genre. À un moment donné, l'être humain a l'impression d'entrer en contact avec un connard de cette espèce, et il est convaincu, encore une fois, que c'est lui qui contrôle la pensée. Alors, comment ça se fait que quelque chose vient te dire dans ta tête, dans ta pensée, ce que tu devrais faire, ou ce que tu devrais dire, ou ce que tu devrais penser? Parce que cette pensée n'appartient pas à l'homme. Est-ce que la source de la pensée et la source du rêve est de la même origine? Ou si ça peut venir de différents endroits, je veux dire, de différents plans, de différentes dimensions? Bon, si on veut, les questions sont intéressantes. Si on veut aborder le phénomène, disons, je m'attendais pas à ce qu'on l'aborde aussi globalement. Intéressant. Faut comprendre, justement, de prime abord, si on veut parler du rêve d'une façon, disons, réelle, faut comprendre immédiatement qu'entre le rêve et la pensée, il n'y a pas grande nuance. Effectivement, le rêve et la pensée proviennent de la même place, sauf que la pensée est tributaire de la mémoire de l'homme, normalement. Quoique l'être humain peut être facilement manipulé par la mémoire collective, la conscience collective. L'humain n'a pas d'opinion, alors il va se faire une opinion selon l'opinion d'autrui. Donc, il pense encore qu'il pense. Mais en réalité, évidemment, si l'opinion est 25% pour telle chose et 75% pour un autre, l'humain qui, évidemment, est orgueilleux et qui veut, par exemple, dans une élection, voter pour le gagnant, va voter pour le 75%. Et il va dire, non, c'est moi qui ai décidé, oui, parle pas de manipulation. Alors l'humain a cette idée de la pensée, et cette pensée vient de sa mémoire. Donc, selon ce qu'il a en mémoire et selon sa faculté de se rappeler, il aura une pensée particulière. Et évidemment, la pensée devient manipulable, c'est-à-dire que la pensée est tout à fait manipulée parce qu'elle est tributaire de la mémoire. La mémoire étant tributaire de l'éducation, une partie de la génétique. La génétique va surtout régir biologiquement la faculté d'apprendre, neurologiquement ou neuroniquement la faculté de gérer tes mémoires, mais elle provient surtout du milieu, de l'éducation morale, religieuse, sociale, etc. Et ce milieu est la conscience collective, étant donné que les individus fonctionnent selon une normalité. Donc, veux pas, tu auras une pensée qui aura été régie par ce que tu auras appris dans le milieu. L'être humain qui pense va, dans sa pensée consciente, souvent rêver aussi. On va appeler ça l'imagination. C'est le même phénomène. Bon. L'être humain qui dort, lui, va fouiller soit dans ses mémoires, si l'être humain rêve de ce qu'il a fait dans la journée, si l'être humain rêve de ce qu'il aimerait faire demain, mais dans un paramètre qui ressemble un peu à son quotidien mémoriel, l'humain rêve dans ses propres mémoires. Sauf que souvent, l'humain peut rêver dans la mémoire collective, ce qu'on peut appeler l'astral, la conscience collective, la conscience planétaire. Hein? Je répète encore pour les personnes qui, peut-être, disons, n'ont pas encore conscientisé ce phénomène, et c'est fortement possible, que la matière a la faculté de mémoriser. La matière, ça mémorise, autant que l'être humain mémorise. On a une partie de la mémoire de l'homme qui est chimique, biochimique, qui va être, disons, relié au niveau du cervelet, au niveau de l'hippocampe, au niveau de certaines parties du cerveau. Et lorsque l'on prend une photographie, c'est une mémoire photonique, c'est-à-dire qu'on a de la matière qui enregistre une mémoire. Lorsque l'on enregistre sur des cassettes, c'est encore de la matière qui enregistre, qui mémorise les choses. Lorsque l'on imprime, lorsque l'on fait des vidéos, etc., on a donc cette matière qui enregistre. Le problème, ce n'est pas d'enregistrer sur la matière, c'est d'arriver à décoder ce qu'on a enregistré. Lorsque la lumière frappe une plaque photographique, elle enregistre au 10 millionième de seconde, c'est-à-dire qu'elle enregistre à la vitesse de la lumière. C'est donc plus rapide, disons 300 000 km à la seconde, photo sur cette plaque. Les photos sont tellement superposées qu'à un moment donné, la plaque devient noire. Elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la science encore pour révéler une photo parmi les millions de photos.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la plaque, on va la mettre dans un appareil photographique et on va s'arranger pour que la lumière n'ait le temps que d'imprimer qu'une chose. La lumière va en imprimer plusieurs, mais vu que le mouvement de l'objet à photographier est lent comparativement à la vitesse d'impression de la lumière, si on imprime 20 000 photos en dedans, disons, d'un centième de seconde, ben les 20 000 photos seront identiques, l'objet n'ayant pas bougé. Si l'objet bouge, on aura du flou. L'objet n'ayant pas bougé, et on va développer juste ce qu'on a sur la plaque. Et là, on a une photo. Évidemment, il faudra la fixer pour que la plaque cesse d'être altérée, c'est-à-dire qu'elle continue à prendre des photos d'une façon sensible. Elle va continuer à prendre des photos d'une façon insensible, donc la photo finit par être jaunie, elle finit par s'en aller, parce qu'effectivement, la lumière continue à s'imprimer dessus. L'important, c'est d'avoir l'appareil pour décoder, l'appareil pour lire. On prend une cassette, on la colle sur l'oreille, ça ne fait rien. Alors, on peut dire, voyons, ça n'enregistre pas. Ça enregistre. Il faut maintenant l'appareil. La matière, elle enregistre. L'air, c'est de la matière, ça enregistre. Et l'être humain, par sa respiration, de toute façon, se collectivise. On sait que la peur, ça se sent. Oui, ben, il faut que tu respires pour le sentir. En le respirant, ça va évidemment créer des réactions chez toi. Et si tu te laisses manipuler par ta pensée, parce que la pensée aura peur si le corps sent de la peur. Et si tu te laisses manipuler par ta pensée, tu pourras dire que tu as peur. Sauf que si tu découvre chez toi quelque chose d'autre que ce phénomène de la pensée, quelque chose qui a non pas la faculté de penser, mais qui a la faculté d'observer. Il y a une nuance majeure. La pensée est tributaire de la psychologie, l'observation est tributaire de ce qu'on peut appeler le mental qui est de l'intellect drôlement avancé, drôlement énergisé, qui ne vit pas de l'émotion. Il laisse la psychologie vivre de l'émotion, mais le mental est capable de prendre des décisions logiques, anémotives. Lorsque l'être humain vit, disons, consciemment, lorsque l'être humain pense, évidemment, il peut arriver que cette pensée soit assujettie au même monde que lorsque l'être humain rêve. Au monde astral, à la conscience collective, donc à ce ciel, c'est-à-dire à cette mémoire akashique, terme hindou, qui veut simplement dire mémoire qui enregistre tout ce qui s'est passé sur la planète Terre depuis le début de notre planète, et à laquelle certains médiums, à un moment donné, vont faire référence pour parler des choses qui ont déjà été sur le plan terrestre. Lorsque l'être humain rêve, il va donc vivre dans sa mémoire ou bien il va simplement vivre une extra-conscientisation astrale. Certains vont appeler ça un voyage astral ou un rêve. Maintenant, l'être humain ne fait pas de voyage astral comme souvent on l'entend. Il va surtout vivre une extra-conscientisation. Comment on peut vivre une extra-conscientisation? Essayez d'imaginer simplement que présentement, vous avez toute l'impression que votre conscience lucide, logique, consciente est dans la tête. Mais si on vous plante un clou dans le pied, vous allez sans doute découvrir que votre conscience va être dans le pied. Autrement dit, si un être humain se fait mal au pied et que toi, tu lui pinces un peu la fesse, il ne sentira rien sur la fesse. Il va être dans le pied. Biologiquement, il y a justement extra-conscientisation cérébrale. La conscience peut cheminer. D'ailleurs, il y a des techniques de respiration, il y a des techniques de yoga, il y a des techniques de n'importe quel genre de techniques corporelles qui, justement, permettent à l'humain d'apprendre à placer sa conscience ailleurs. Soit pour guérir des choses, soit pour faire ceci ou faire cela. Dans le rêve, l'être humain vit une extra-conscientisation où sa conscience psychologique, sa pensée, va être nourrie de mémoires qui ne sont plus les siennes, mais de mémoires qui sont collectives. Alors la personne peut rêver qu'elle vole, elle peut rêver qu'elle est Napoléon, elle peut rêver qu'elle est dans la Lune, elle peut rêver qu'elle fait, etc., etc., etc. Jusqu'à quel point, disons, que tu as parlé des influences extérieures qui viennent manipuler l'homme supposément conscient dans sa pensée, il peut l'être aussi dans ses rêves par toute une panoplie de mécanismes extérieurs. Est-ce que tu pourrais peut-être, disons, définir la forme de sommeil qui va faire qu'à un moment donné, ça ne sera plus nécessairement l'extérieur qui va influencer la personne, mais autre chose qui va s'engendrer soit par, comme tu disais, ses mémoires qui vont rentrer en ligne de compte ou peut-être un peu plus une autre dimension qui va rentrer en contact avec la personne, vu qu'il y aurait peut-être des doublements dans le rêve pour permettre à la personne de se régénérer au niveau physique. À ce moment-là, est-ce que la personne a différentes phases de sommeil et en parler de ces étapes-là? Bon, faut probablement comprendre que l'homme ancien a des phases de sommeil qui sont particulières. L'homme transitif a souvent les mêmes phases de sommeil qui vont être un peu plus conscients et l'homme nouveau, lui, ne rêve plus. La personne qui s'endort, le problème, qu'est-ce qui fait que dans le rêve, on est manipulé, comme dans la pensée, on est manipulé? Dans la pensée, on est manipulé, et souvent d'ailleurs, par la parole, on va arriver à exprimer plus de choses que par la pensée. Ça, on l'a souvent suffisamment expliqué. Lorsque l'être humain pense, c'est l'être tributaire de sa mémoire. Lorsque l'être humain, dans sa mémoire, recherche des choses,
mémoire volatile au niveau de son âme, par exemple, lorsque l'être humain recherche certaines choses au niveau de sa mémoire, lorsque l'être humain pense, lorsque l'être humain réfléchit, c'est-à-dire qu'il a un écran de conscience, la mémoire vient se frotter là-dessus, et la trace laissée, c'est la réflexion, c'est réfléchi, et là, l'humain le voit. Lorsque l'humain réfléchit, lorsque l'humain pense, il a besoin de ses mémoires, et l'humain peut facilement, même réveiller, faire référence aux mémoires de d'autres choses. On a différents exemples à un moment donné qui sont peut-être assez gros, c'est-à-dire des personnes qui vont rentrer dans une maison, soudain il y a un incendie dans la maison, la personne elle rentre, elle se dirige directement là où il y a un extincteur, mais elle ne savait pas qu'il y avait un extincteur là, elle prend l'extincteur et elle éteint le début d'incendie. Comment elle a su qu'il y avait l'extincteur? Alors souvent on va dire, oui bon, c'est peut-être parce qu'elle avait une prémonition, c'est peut-être parce que, etc. Non, c'est simplement qu'elle avait fouillé dans la mémoire de la conscience collective, la mémoire de la place là. Et dans cette mémoire, ben évidemment, l'extincteur était là, parce que l'extincteur est là, donc c'est mémorisé. Et la personne prend l'extincteur et elle éteint le feu. Il y a des individus qui souvent vont faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils vont fouiller dans la mémoire collective et ils vont appeler cela des prophéties. Michel de Nostradame a fait cela, Edgar Cayce s'est fait royalement charrier par ce genre de prophétie, et il a fouillé dans la mémoire et il a traduit dans l'avenir certaines choses, c'est-à-dire qu'il pensait que c'était dans l'avenir, mais c'est une coloration du passé faite par sa conscience immédiate, et il y a plusieurs personnes qui vont agir comme ça. D'ailleurs, si on tire aux cartes, si on fait ce genre de choses, ça fonctionne souvent parce qu'on lit dans la mémoire astrale des choses qui sont déjà faites et qui sont en train d'être induites dans la matière, ce qui fait que par rapport à la matière, c'est de l'avenir, par rapport à la conscience astrale, à la mémoire collective, ben évidemment, c'est du passé. On pourrait revenir de toute façon. L'être humain qui pense, lorsque la conscience de l'homme n'est pas placée dans ses mémoires, les mémoires biologiques, de plus en plus, la médecine tend à penser que, justement, qu'il y a une grande partie de la mémoire qui est biochimique. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'hippocampe, j'ai parlé du cervelet. On est en train de travailler là-dedans. L'hippocampe, c'est une région, disons, qui relie les deux hémisphères cérébrales. Le cervelet, c'est un petit cerveau qui est en arrière. Et on a de plus en plus tendance à penser qu'une grande partie de cette mémoire est biochimique, ce qui fait que par des drogues, on peut la restituer, par des drogues, on peut la détruire, par des médicaments, on peut la démolir. On va se servir d'ailleurs d'une panoplie de médicaments pour, par exemple, les personnes qui sont dans des asiles, des médicaments qui vont justement démolir certaines formes de mémoire, et ces médicaments chimiques arrivent donc à guérir les personnes de certaines psychopathologies, pour la simple raison que leur mémoire détruite biochimiquement, ben, ils peuvent plus y faire référence. L'humain qui fait référence à son corps dans sa mémoire, l'humain qui sait, qui pense, fait référence à ses mémoires. Lorsque l'humain, à un moment donné, lorsque l'humain se déconnecte de son corps, donc lorsque l'humain a une extra-conscientisation corporelle, c'est là qu'on dit que l'humain est dans la lune, c'est là qu'on va dire que la personne pense énormément, elle est concentrée. Elle est tellement concentrée que tu peux rentrer en arrière d'elle, tu peux faire ses poches, t'en aller avec, elle sait pas. Bon, alors elle est ailleurs que dans son corps. Elle fouille dans la mémoire, donc là, l'artiste va faire cela, parce que l'artiste il n'a pas ça chez lui. Il devra fouiller dans une panoplie de choses, un paquet de phénomènes émotifs, par exemple, que les humains ont déjà émis, qui a été mémorisé, et à un moment donné, alors il fait un art. Bon, on a certains artistes, l'architecte, lui, c'est un artiste, l'architecte, mais il devra fouiller dans ses mémoires personnelles, il ne pourra pas fouiller dans les mémoires collectives. Plus l'être humain s'éloigne de ses mémoires personnelles, plus il a une tendance à être manipulé. Ce qu'il faut comprendre, étant donné que la pensée est tributaire de la mémoire, tout ce qui mémoriellement ne vient pas créer la pensée est une limite à la pensée, et tout ce qui arrive, disons, sans logique à cette pensée vient aussi ternir la pensée. Alors, tu es en train de penser à comment tu pourrais faire une bâtisse, par exemple, que tu veux, ta maison. Tu veux te faire une maison. Alors, tu te demandes comment tu pourrais la faire. Et là, tu vois telle chose. Puis, à un moment donné, tu commences à sortir de tes mémoires à toi. Tu fouilles dans les mémoires collectives. Et là, tu vois un solarium, parce que tu es allé en ramasser un quelque part. Et puis là, tu aimerais ça. Et puis là, tu es carrément défait. Là, tu penses, et tu es tout à fait charrié. La petite maison peut devenir grande comme ça, avec des choses qui n'ont pas d'allure, par rapport à ta finance, par rapport à ce que tu as besoin, par rapport à une logistique, disons, de l'événement. Lorsque l'être humain pense, il est tributaire des mémoires. On va simplement, de toute façon, regardons simplement le phénomène de la manipulation de la pensée. C'est important qu'on comprenne la chose. Si on dit à quelqu'un de manger de la marde, ben, évidemment, manger de la marde, ça rentre ici, ça rentre dans sa mémoire, ça fouille dans des choses et c'est placé dans un tiroir qui dit que ça, c'est une insulte. Si c'est une insulte, ça s'en va quelque part où il y a une programmation de réaction. Et cette programmation de réaction est reliée à l'éducation. Et l'éducation, c'est pas seulement ce que les parents ont donné, c'est tout ce que l'individu a vu, mémorisé, entendu. Et là, il y aura une réaction qui amènera la pensée, une engueulade. Et la personne va dire, c'est moi qui pense. Ouais, tu pèses 5 pitons, t'as un résultat là. Tu pèses un piton, t'as un résultat là.
Bon, t'accroches un homme dans la rue et tu lui dis « Je suis homosexuel et puis j'aimerais coucher avec toi ». Ben, dépendant de la programmation du gars, tu payes 5 pitons puis il va avoir une réponse particulière. Alors, au niveau manipulation, je pense que ça va de soi. L'être humain « Oh oui, mais c'est moi qui ai décidé que je tapais ». Non, 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 non. Absolument pas. Parce que si le gars aurait été une très jolie fille, il t'aurait peut-être pas tapé. L'humain ne décide pas comme ça. Par contre, l'humain est suffisamment orgueilleux pour dire que c'est lui qui pense. Assez que chaque fois que je dis ça, normalement, ça met des gens en colère. Et évidemment, ça prouve que j'ai raison, parce que j'ai rien qu'à dire ça pour les mettre en colère. Ils sont manipulables, hein? C'est pas compliqué, ben. Le rêve, c'est le même phénomène. Vu qu'on est tributaire de nos mémoires, on va avoir une vision de l'avenir. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Ben, tu diras pas, je vais être policier si tu connais pas police. Tu diras pas, je vais être architecte si tu sais pas que ça existe. Tu vas, oui, hein? Alors, tu vas donc tout bâtir ta vie en fonction de ce qu'on te donne dans le début. De ce que tu as en mémoire, de ce que la société peut te permettre de mémoriser. Le rêve, c'est le même phénomène, sauf que l'humain va fouiller normalement dans une mémoire planétaire, une mémoire où il pourra rêver qu'il fait un tour de chameau. Maintenant, une chose importante, c'est que l'être humain ne peut pas rêver dans ses rêves à des choses qu'il n'a jamais vues. Il ne peut rêver qu'à des choses qu'il a déjà vues, même s'il peut les additionner ensemble. Autrement dit, tu as déjà vu un chameau dans un livre, tu pourras rêver de te promener à d'autres chameaux. Tu n'as jamais vu de chameau, tu ne pourras pas trouver un chameau. C'est que l'être humain peut s'extra-conscientiser, mais de par la vibration de sa propre mémoire, il sera limité à vivre dans des mémoires collectives qui sont en résonance avec ce qu'il connaît. Alors, un être humain, à part, disons, des extra-conscientisations extrêmement pures, ce qu'on appelle un voyage astral, encore une fois, mais beaucoup plus dense, l'humain ne voyage que dans ce qu'il connaît. C'est la mémoire, d'ailleurs, c'est le connu, ce n'est pas le neuf n'est pas mémorisé. Pas encore. Alors, l'être humain, donc, va être réveillé consciemment assis je de sable aux mémoires collectives, et dans le rêve, l'humain n'a plus de conscience corporelle, l'humain ne lutte plus, l'humain n'essaie plus de légiférer sur sa pensée, et cette pensée devient le rêve, et l'humain se promène un peu partout, et l'humain s'amuse à rêver. Ces rêves sont manipulatifs pour la simple raison qu'ils sont tributaires de mémoire qui viennent simplement s'additionner selon une suite apparemment logique. Apparemment logique, pourquoi? Parce que tu rentres dans une maison, et tu ouvres une porte, il y a une autre pièce, et tu rentres dans la pièce, tu ouvres une autre porte, il y a une autre pièce, et tu traverses la pièce, tu ouvres une autre porte, il y a une autre pièce, et c'est apparemment logique. Sauf que si tu as la conscience de la maison, tu vas dire, ouais, c'est une maison qui est grosse en maudit, donc automatiquement, elle ne pourra pas fonctionner comme ça. L'être humain voit une petite maison, il peut naître dedans, et puis la maison, elle a des pièces à l'infini. Ça paraît logique, apparemment logique. L'être humain s'en va, et selon les mémoires qui traversent sa conscience, il les additionne pour en faire une suite. Alors, tout va bien, tout paradis, d'un coup, pouf, les portes s'ouvrent, c'est un dragon qui sort, t'es rendu en enfer, tu fais un cauchemar, soudainement, le cauchemar peut se placer, normalement, le cauchemar s'auto-induit, donc tu restes dedans. Alors, l'être humain est tout à fait manipulable, et les phases de sommeil, c'est une chose biologique, disons les phases du rêve. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'au niveau, on va appeler le monde du rêve le monde astral. Bon, c'est un mot qu'on va donner, là, ça n'a rien à voir avec les astres, mais ça a à voir avec la mémoire. Et c'est un terme qui est relativement ancien et qui traite justement de ces choses-là. L'astral, c'est constitué de mémoire, d'émotions et de désirs. L'astral limité à l'homme porte le nom d'âme, et la relation entre la mémoire, le désir et l'émotion dans l'âme porte le nom de psychologie. Psychose, âme, logie, science qui étudie. Bon, disons. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain qui vit ces phases de sommeil peut rêver, c'est-à-dire qu'il peut, dans ce rêve, aller chercher une mémoire qui a une vibration plus haute que d'autres formes de mémoire. Donc, l'être humain peut dormir. Napoléon faisait cela, d'autres le font encore et d'autres l'ont déjà fait. Ils se couchent, ils dorment. Leur conscience astrale, disons leur âme, peut, par extra-conscientisation, elle ne sort pas comme telle. Je le répète, il y a beaucoup d'individus qui sont convaincus qu'à un moment donné, il y a un corps qui sort, et parce qu'ils font un voyage astral. Et on a rien qu'à leur poser la question fatidique, l'as-tu déjà vu ton corps? Alors, ils vont répondre, ah oui. Ben, si tu l'as vu, c'est que t'étais pas dedans. Donc, preuve que justement, t'as pas besoin du corps pour sortir. Le corps, c'est qu'on se le crée pour se rassurer, puis après ça, on va se promener avec. C'est les Égyptiens qui ont sorti ça pour pouvoir instruire à l'homme qu'un voyage comme ça était possible. Alors, évidemment, il n'y avait pas de mots pour expliquer que tu pouvais t'extra-conscientiser. Alors, on disait que c'était un voyage, et puis on faisait un corps, puis bon, ça marche. Dans le rêve, tu peux t'amuser à créer un peu ce que tu veux, tu ouvres des mémoires. Lorsque l'être humain donc se couche, il peut partir, faire une extra-conscientisation, donc disons faire un voyage de l'âme, un voyage astral, et aller dans une région de la sphère astrale où sa psychologie ne sera pas, disons, innervée, ni énervée par aucune forme de mémoire. Lorsque l'humain va là, et il reste là, disons, 15 minutes corporelles, et lorsqu'il va revenir, il peut se réveiller, et il est frais et dispo, il est en parfait état. Mais il n'aura pas rêvé. C'est-à-dire qu'il aura rêvé rien. Ça leur a été de l'énergie, mais il n'y aura pas eu de forme dans cette énergie.
Donc, il ne pourra pas dire « j'ai vu une table », il n'aura rien vu. Peut-être qu'il pourra dire « j'ai vu de la lumière » à un moment donné, mais encore là. L'humain qui, normalement, se couche, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie de l'homme, l'âme, a besoin de s'auto-nourrir. C'est-à-dire qu'il y a l'ego dans l'homme. Cet ego va naître vers l'âge de 4, 5, 6, 7, 8 ans. Il va être fusionné à l'adolescence. Et cet ego va naître de l'agglomération de mémoires qui pénètrent continuellement dans l'âme de l'enfant. Et lorsque il y a des mémoires qui sont suffisamment répétées, cela crée des agglomérats mémoriels. Et lorsque ces agglomérats sont unis par l'émotion que l'enfant va vivre en constituant sa vie, c'est-à-dire l'émotion qu'il va vivre au cours de sa vie, cela va créer l'ego, et à un moment donné, l'enfant va dire « je suis ». Il va prononcer son nom, il va dire Daniel, il dira plus, c'est-à-dire qu'il va dire « je », il ne dira pas Daniel à la fin, il va dire « j'ai faim ». À ce moment donné, l'enfant devient plus c'est-à-dire qu'il devient plus tannant, il devient plus ceci, il devient plus cela, et à l'adolescence, il devra finaliser la fusion de son ego pour devenir ce qu'on appelle un adulte. Une personne qui apparemment est unique, seule chez elle, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais qui apparemment. Lorsque cet ego découvre à un moment donné, parce que dans l'âme, il y a... Alors, évidemment, l'humain va se regarder dans le miroir pour se rendre compte qu'il existe. L'humain va créer des événements sur la planète pour pouvoir voir qu'il existe. Tu sais, j'aimerais mourir, puis au moins laisser quelque chose à l'humanité. Je veux laisser un empire, je veux laisser une auto, je veux laisser une invention, pour que tu conserves l'idée que tu vis. Là, ce qui va arriver, c'est que l'ego, lui, a besoin simplement de stimulation, de nourriture. Cette nourriture, lorsqu'elle pénètre dans l'âme, c'est de la mémoire. C'est ça qui nourrit l'ego. Si tu n'as jamais connu les avions, ben tu n'auras pas un ego qui va parler d'avions. Si tu as entendu parler d'avions, ben ces avions font partie de la mémoire volatile, c'est-à-dire que lorsqu'on te parle d'avions, tu peux y faire référence et en parler. Si tu es venu au monde d'un avion, tu as passé ta vie dans des avions, ben lorsqu'on parle d'avions, ça fait partie de toi. Hein? Les avions, c'est tout pour des débiles, ben là tu te mets en colère, parce que là tu te sens visé, l'avion c'est toi. Donc, l'ego va être constitué de mémoire. L'ego a besoin de nourriture de la mémoire. Ce qui va arriver, c'est que dans l'Antiquité, les humains allaient se coucher et dormaient. Pourquoi? Parce que la matière biologique, l'extérieur étant extrêmement plate, tu sais, 3, 4 vaches, 2 poulets, une charrue, la bonne femme, les 15 enfants ou le bonhomme, le chien, bah ça rentre chez toi, ça fait partie de ce que tu appelles ta vie, c'est normal, ça constitue ton ego et tes mémoires volatiles. Et lorsque l'ego a besoin d'être nourri, ben vu qu'il se passe à peu près jamais rien, ben c'est sûr que c'est pas long que l'homme a inventé les roulettes, l'homme a inventé les bordels, l'homme a inventé des choses-là. La femme a inventé le cercle des fermières, elle a inventé la couture, puis ces affaires-là. Bon, pour créer un peu de nouveauté dans la vie, sinon ça devenait plate. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'ego allait se coucher, et se couchant, l'âme pouvait se nourrir des mémoires de la planète, donc elle pouvait vivre des choses que le corps ne lui permettait pas de vivre. Mais aujourd'hui, on a la télévision, on a la radio, on a les livres, on a les vidéos, on a la musique, on a toute notre atmosphère sociale qui nourrissent tellement et suffisamment l'âme qu'en fin de compte, à un moment donné, la personne ne peut pas dormir, elle veut regarder la vue. Oui, l'âme n'a plus besoin de ce voyage. Il veut regarder la vue, c'est suffisamment nourrissant. Mais le corps physique a besoin de dormir. Et c'est là qu'il va y avoir un conflit entre « je dors dessus, mais je peux pas ». La psychologie ne veut plus. La psychologie, c'est quelque chose qui, je le répète, est manipulé par les conditions mémorielles et selon les contacts avec les mémoires extérieures qu'elle aura, elle sera manipulée. L'humain, normalement, se place, s'étend, ferme les yeux. Il a toute une panoplie de traditions. Par exemple, il ouvre sa porte, il saute dans le lit pour que les bébites le pognent. Ça, il y a des humains qui sont comme ça. Bon, le matin, ils vont se lever de telle façon. Tu dors jamais avec une main ou un pied qui dépasse du lit. Bon, parce que, tu sais, il y a des choses qui peuvent, bon, etc. Dépendant des humains, évidemment, là. Il y en a qui vont se retrouver, là. Mais il y a une panoplie de phénomènes comme ça, qui sont toutes un stéréotype, c'est-à-dire une programmation du sommeil. Bon, on se couche de la même façon, puis 30 secondes après, on se vire de bord. Il y en a qui font ça. Hein? Tu sais, un chien, quand ça tourne, ça se couche, ben l'humain fait souvent la même affaire. Bon, on se couche avec l'oreiller comme ça, le ci, le ça, etc. Bon, on a notre programmation du sommeil. Lentement, on ferme les yeux, et normalement, c'est pas pire. Pas pour chaque individu. Normalement, c'est pas pire. Tu commences à presque t'en aller, puis soudainement, on dirait que c'est là que ça commence à régresser, puis ça veut plus. Là, tu penses. Là, ça s'en va. Ça, on appelle ça un songe. C'est-à-dire que tu rêves réveillé. Sauf que rêver réveillé n'amène pas le sommeil. Ben, quand tu rêves réveillé, tu dors pas. Étant donné que, normalement, on se couche pour dormir, ben, ça crée un problème, c'est que tu as un songe, mais tu ne dors plus. Ce qui crée une condition biologique, physique, pathologique. Tu deviens stressé, irritable, tu uses ton corps physique, lentement, tu t'en vas vers ce qu'on peut appeler une dépression d'énergie, dépression psychologique, dépression nerveuse. Mais la psychologie, elle est heureuse, c'est-à-dire qu'elle continue à tripoter vers sa muse. L'être humain se doit de dormir, et dans ce sommeil, il devrait quitter pour aller nourrir son âme.
Sauf que l'humain va maintenant avoir suffisamment de mémoire chez lui par tout ce qu'il a ramassé comme instruction qu'il n'a plus besoin de dormir pour se nourrir. Et ça crée problème. À un moment donné, la personne arrive à dormir, mais à 3 heures du matin, ça peut être bien chronométré, elle se réveille, puis là, elle est encore fatiguée, mais c'est fini. Alors, elle va aller boire un verre d'eau, elle va aller manger, elle aura un rituel à un moment donné. Il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsqu'on a un rituel et qu'on a de la difficulté à dormir, faut tout changer le rituel pour en faire un qui devrait nous amener à dormir. C'est pas, les individus changent de rituel, ils vont prendre des Valium. C'est pas ça le rituel, là, tu sais, à un moment donné, tout ça, là. Dans la phase du sommeil, normalement, lorsque la personne commence à rêver, elle vit dans son corps, elle perçoit son corps, elle fouille dans ses mémoires quotidiennes ou elle fouille dans les mémoires de ses rêves réveillés. Et lentement, normalement, ces choses-là vont commencer à vibrer des mémoires extérieures et la personne, lentement, va s'assujettir à ces mémoires extérieures, ce qui fait que l'âme va donc quitter le corps dans sa conscience. L'âme reste là, mais la conscience va se placer ailleurs. Se plaçant ailleurs, elle ne motive plus le corps, laissant le corps, par le fait même, dormir. L'homme nouveau, lui, a un phénomène nouveau qui va apparaître, évidemment, c'est l'homme nouveau, il faut que c'est nouveau. L'homme nouveau, lui, c'est que ce n'est pas l'âme qui contrôle le corps, mais c'est son plan mental, c'est-à-dire que c'est son corps mental. On parle de corps, c'est pas un corps comme vous et moi, mais c'est pour définir un paramètre de quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as... il se passe rien, t'es correct. À un moment donné, on te plante un grand hot dog en avant avec du ketchup dessus, là, puis ça coule, puis c'est plein de moutarde, là, puis bon. Puis là, ça tourne, là, puis c'est alléchant, c'est bon. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que tu as vu quelque chose, ça va fouiller dans tes mémoires, ça ramène de quoi? Tu étais en train de penser à quelque chose, ta pensée est toute défaite, maintenant tu penses au hot dog. Si tu as faim, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'endocrinalement parlant, tu vas commencer à sécréter de la salive, à sécréter des sucs gastriques, à te préparer à bouffer la photo. Bon. Tu auras faim. L'attaque de Big Mac, c'est le phénomène. Ça, il va dire, on fait une annonce expliquant qu'à un moment donné, toutes les fois que vous vous sentez déprimé, c'est parce qu'il manque le Big Mac. Tu sais, on devrait interdire ce genre d'annonce, remarquez bien, mais enfin, c'est un fait. Et là, tu pars en courant, tu pousses tout le monde, tu rentres là, tu manges ça, puis après ça, t'es aux oiseaux, paradis terrestre. C'est une farce. Mais c'est exactement ce que l'annonce donne. C'est génial. Les psychologues qui font des annonces de même, ils connaissent l'humain bien plus que les psychologues connaissent l'humain. Hein? Les meilleurs psychologues, c'est ceux qui sont publicistes. C'est pas ceux qui traitent les gens. Bon. C'est un fait. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que notre être humain, lui, va vivre de cette pensée, il va lentement se connecter à certaines choses et sa psychologie va induire dans le corps physique des réactions. Ces réactions vont être appelées émotions. Il y a une panoplie d'émotions, une panoplie de résistance du corps à l'expression de l'âme. Lorsque l'être humain se couche, il va rêver. Il va être agité, il va se promener, il va se tourner, il va parler, il va baver, il va faire des choses. Bon. Il est donc corporellement en train d'exprimer ce qu'il vit psychologiquement. Tout au long de sa journée, l'humain exprime psychologiquement. L'homme voit une femme, ça y est, endocrinalement parlant, il est fait. Bon. La femme voit un enfant, un bébé ou quelque chose comme ça, endocrinalement parlant, elle va être faite. À un moment donné, il y a 15 personnes dans le métro qui pointent une personne du doigt. La personne, elles font. Pourquoi? Bon, le cœur se met à accélérer, elle se met à transpirer, à rougir. C'est toute une expression des glandes endocrines qui fait que la psychologie s'exprime dedans. Et l'être humain, qui est comptable, devient à un moment donné malade parce qu'il sécrète trop endocrinalement parlant des substances qui vont détruire son estomac, son duodénum, qui vont détruire, etc., etc., etc. La psychologie s'exprimant par le corps démolit le corps. Chez l'homme nouveau, c'est le mental qui prend le contrôle du corps, ce n'est plus l'âme. C'est-à-dire que le mental devient le maître contrôleur du corps physique et ce n'est plus l'âme ni l'ego. Donc, automatiquement, lorsque l'homme nouveau se couche, premièrement, son mental reste dedans. Hein? L'homme nouveau va dormir et il va savoir qu'il dort, tout en étant tout à fait réveillé au niveau du plan mental, mais il va laisser le corps dormir, c'est-à-dire que le corps va être capable de s'autogérer. Et l'âme, elle, va être expulsée à l'extérieur, où l'âme va être... faut remarquer une chose, c'est que chez l'homme nouveau, il y a un processus de réduction de l'ego qui se fait, une anégoïsation. Hein? L'être humain, l'homme nouveau devient de plus en plus humble, pas humilié, mais humble, c'est-à-dire qu'il se prend de moins en moins au sérieux. Il agit sérieusement, mais il se prend de moins en moins au sérieux. Donc, il exprime de moins en moins de phénomènes au niveau de son corps physique. Ses mémoires servent de moins en moins parce qu'au lieu de penser, il parle. Donc, il ne pense plus, mais il parle, il agit ou il ne fait rien. Bon. Et l'homme nouveau, ne rêve pas. Il ne fait pas partie de ce monde de la mort, c'est-à-dire le monde des mémoires, parce que la mémoire, c'est pas du vivant. Donc, c'est mort. Donc, ça fait partie du monde de la mort. Et l'homme nouveau n'est pas tributaire de ce genre de choses. La personne transitive, elle, va cheminer entre les deux, c'est-à-dire que normalement, la personne transitive va aussi rêver. Mais on va juste parler de l'interprétation du rêve. L'homme ancien va rêver une panoplie de choses et selon sa programmation
biologique et la programmation éducationnelle, il devrait normalement rêver à tel genre de choses dans telles circonstances. C'est pourquoi, pour l'homme ancien, on va être capable d'écrire un livre qui dit « Interprétation des rêves ». Vous rêvez à un serpent, cela veut dire que si c'est un homme, bon, ben vous avez des problèmes érotiques. Si c'est une femme, c'est qu'il y a ceci et cela. Vous rêvez à un pneu d'auto qui crève, cela veut dire ceci, cela veut dire cela. L'homme ancien étant hautement collectif, ben ce livre peut marcher. C'est-à-dire que ce livre est standard. L'homme ancien est normal, puis le livre est normal, puis normalement ça marche. Sauf que le livre écrit pour les Arabes ne peut pas servir évidemment pour les Québécois, parce que les autres, quand ils rêvent un chameau, c'est comme nous qu'on rêve un char. Ben là, évidemment, on parle des Arabes, on parle des Touaregs, là. Les hommes bleus. Alors, faut faire attention. Donc, lorsque l'être humain est ancien, effectivement, ses rêves peuvent être interprétés. Mais regardez l'absurdité de la chose. Si le rêve peut être interprété pour diriger une personne, pourquoi la personne ne rêve-t-elle pas carrément ce qu'elle aurait à faire plutôt que de le rêver? Une fleur qui pousse, il y a un chat qui vient mettre des choses dessus, il y a une vache qui mange le chat, il y a ceci et cela, il y a un avion en réaction qui passe, il y a un miroir qui casse. Ça veut dire que tu devrais te marier. C'est ça, l'interprétation des rêves chez l'homme ancien. Hein, tu rêves à un chat, ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui tu parles qui bavassent tout ce que tu lui dis. Pourquoi tu rêves pas de la personne qui parle? Pourquoi? Parce que justement, la pensée ainsi que le rêve n'est pas intelligent. C'est intellectuant, mais ce n'est pas intelligent. Et souvent, l'ego refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il va les exprimer parce qu'il n'a pas le choix, l'ego est programmé. Un exemple, vous êtes gêné, mais vous le cachez. Mais vous venez rouge. Ouais, mais l'ego l'exprime pareil. Toi, tu ne veux pas, mais tu rougis quand même. Dans le rêve, c'est le même phénomène. Ce que l'ego ne veut pas connaître, ben, la structure qui le constitue, sa vie psychologique, va nécessairement l'obliger à faire des choses. Pourquoi tu as fait telle connerie? Ben, c'est parce que j'étais bâti psychologiquement pour faire telle connerie. Dans le rêve, c'est le même phénomène. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'être humain va vivre ce genre de rêve et manipulé par les formes qu'elle va rencontrer. Une forme sur deux peut être, une réaction mécanique. On va appeler ça un symbole quand on comprend pas, mais une réaction mécanique de son expression. Et ça peut vouloir dire, non pas que tu devrais te marier, mais ça peut vouloir dire peut-être que tu veux te marier. Parce que le rêve n'exprime pas ce que tu dois faire, il exprime la condition de celui qui rêve. C'est une chose. Ce sera pas long. Chez l'homme transitif, qu'est-ce qui va arriver? Et dans la majorité des cas, les personnes sont transitives. Il y a ceux, évidemment, qui ne se rappellent pas de leur rêve. C'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on ne s'en rappelle pas qu'on ne se fait pas charrier. Et ce n'est pas parce qu'on ne s'en rappelle pas qu'on ne peut pas contrôler le rêve. Regardez ceci. Est-ce qu'un succès dans la vie est nécessairement un succès qu'à l'exclusive condition qu'on sache que ça a réussi? Ben non. Tu vas quelque part, tu fais quelque chose, puis tu t'en vas. Ça marche. Tu ne sais pas que ça marche. Mais c'est un succès pareil, mais tu le sais pas. Bon. Sauf que l'homme orgueilleux, la femme orgueilleuse, elle devra savoir que ça a marché pour pouvoir dire que ça a marché. Sinon, elle ne pourra pas en vivre. Le rêve, c'est la même chose. L'homme transitif, la femme transitive, comme l'enfant transitif, va rêver de la même chose que l'homme ancien. Sauf que ce que l'homme doit faire, c'est qu'il doit maintenant découvrir de quelle façon observer son rêve, et ça se fait. Observer de quelle façon tu rêves. Alors, à un moment donné, il arrive que c'est des Indiens qui t'attaquent. Et là, on bande les arcs. On lâche une flèche. Toi, tu restes figé. Ben, tu dois observer que tu restes figé. Et là, tu commences à t'instruire, toi, de toi. Ton ego est comme ça. Et dans la vie, tu es souvent comme ça. Là, ce qui va arriver, c'est que tu observes, tu restes figé. La flèche te traverse, puis tu tombes à terre. Ben là, évidemment, c'est un rêve. Fait que tu te réveilles, tu te relèves, t'ôtes la flèche, tu saignes beaucoup, tu peux saigner même des tonnes et des tonnes de sang. Dans un rêve, c'est rare qu'on meurt. Et tu vas continuer à vivre le rêve. Chez la personne transitive, l'interprétation des rêves doit se faire pendant le rêve et non pas après le rêve. Et c'est là la nuance. L'homme ancien, lui, rêve, puis quand il se réveille, il est transpirant, ben non, il est content, ben non, etc., ou ben non, il a oublié. Et là, il veut interpréter le rêve pour savoir qu'est-ce que le rêve veut dire. Sachez qu'un rêve veut dire exactement la même chose que tout ce que vous laissez comme trace événementielle dans la vie. Votre auto est sale, ça veut dire que vous êtes une personne qui a une attitude à laisser les choses à certaines places. Dans le rêve, à un moment donné, tu vis telle chose, ça veut dire la même chose. On n'a pas besoin des rêves pour se connaître. On n'a qu'à s'observer. Sauf que l'être humain étant trop orgueilleux, ne voulant pas s'observer, ben par le rêve, ça devient quelque chose de mystérieux, qui devient intéressant souvent au plan de l'évolution, parce que tout ce que l'être humain ne contrôle pas, il pense qu'il peut évoluer. Hein? Alors donc, ne contrôlant pas son rêve, à un moment donné, il est convaincu que par le rêve, il peut apprendre des choses. Par le rêve, j'ai compris telle affaire, oui, mais de réveiller, tu aurais pu comprendre aussi.
Hein? Bon, c'est une chose très importante. Sauf que là, l'humain, qui est un être ancien, va vivre un cauchemar, s'en va là-dedans, se promène, se fait écraser, etc. La personne transitive doit découvrir qu'à un moment donné, les Indiens se rapprochent et elle doit tordre les flèches. Voilà, les flèches sont toutes tordues. Oui, elle a décidé que les flèches, ça pourrait être tordues. Là, les Indiens tirent toutes les flèches, le plantent des pieds. Voilà, c'est intéressant. L'homme nouveau doit être capable d'interpréter son rêve lorsqu'il le vit et de l'altérer, de le changer et d'observer surtout s'il vit de l'émotion dans le rêve, ce qui ne devrait pas être le cas chez la personne transitive ou nouvelle. S'il n'y a pas d'émotion, c'est que le mental est maintenant en phase d'observation. L'ego n'observe pas, il pense. Il juge, il accrédite, il condamne, mais il peut pas voir une chose comme elle est. Le mental le peut. Lui ne jugera pas, n'accréditera pas, ne condamnera pas. Alors, tu vas transformer tes choses. Là, il y a un Indien qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tout. Pourquoi? Parce que la manipulation, il y a évidemment une manipulation. Le rêve n'est pas sous ton contrôle. Mais la personne transitive se doit de... Maintenant, à quoi peut servir les rêves pour une personne transitive? Ben, c'est simple. C'est qu'au niveau de conscience de l'ego, la grosseur de l'orgueil, la grosseur de l'ego et la puissance du mental peut facilement être... On ne doit pas conceptualiser les choses. À un moment donné, on fait un rêve, puis on perd dedans. On se réveille un matin, puis on se pète la tête sur les murs parce qu'on est con. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça va de soi. Sauf que le rêve peut servir. Le rêve, d'ailleurs, c'est exactement comme l'expression de votre écologie. Comment ça marche autour de vous, dans votre famille? Ben voilà, c'est la même chose dans le rêve. Si tu es capable de voir comment ça marche autour de toi, tu vas être capable de voir comment tu es toi. C'est pas la faute des autres. Tu induis des choses. Dans le rêve, c'est pareil. Sauf que si la personne est capable de transformer son rêve, de jouer avec le rêve, premièrement, elle n'aura plus peur de dormir. Elle va dormir drôlement mieux parce qu'elle va fermer les yeux et elle va s'en aller dans le rêve. L'ego va suivre, l'âme va suivre parce que là, il y a quelque chose qui le contrôle. Et là, on va vivre ce qu'on voudra vivre. On peut visiter des pays, on peut faire certaines choses, mais c'est de l'expérience mémorielle, évidemment, ce n'est pas vivant. Donc, certains vont dire que c'est initiatique. C'est initiatique dans l'initiation lunaire, si on veut dire. OK, dans l'initiation mortuaire. Mais si on parle d'initiation solaire, c'est tout à fait autre chose. On parle d'initiation vivante. On fait ça avec le corps en mouvement, les yeux ouverts, la conscience attentive. Bon. L'être humain ancien se fait manipuler par les rêves. Il se fait royalement charrier parce que bien souvent, les personnes vont avoir un contact avec un dieu particulier pendant le sommeil. Ils vont avoir un contact avec un maître, un gourou, un machrech, un vichy, un machin chouette pendant le sommeil. Et lorsqu'ils vont se réveiller, ça va revenir. Et à un moment donné, la bête céleste finit par pénétrer une fois conscient. Et à un moment donné, ben, ça manipule l'individu, et etc. Il y a des personnes qui me posent des questions. J'ai vu comme un fantôme, ça se peut-tu? Ben, si tu as vu comme un fantôme, ça se peut. T'sais, c'est évident. Bon. Maintenant, est-ce que tout le monde le voit? Ça n'a rien à voir. Ça faut sûrement rien à voir. Alors, la personne doit apprendre à manipuler ce genre de choses, qu'elle soit apparemment réveillée, apparemment endormie ou apparemment n'importe quoi. Je veux acheter une auto, mais une belle auto. Ça y est, je suis charrié. Il faudrait que j'achète une auto que j'ai besoin. La personne qui arrive à contrôler son rêve va aussi arriver à contrôler ce qu'elle pense, donc ce qu'elle rêve réveiller, donc ce qu'elle pense. Penser. La personne transitive devrait interpréter le rêve, non pas à partir de la symbolique du rêve, mais à partir de l'événement rêve. C'est très différent. Autrement dit, tu prends l'histoire au complet et je me fous de savoir qu'il y avait un éléphant blanc, qu'il y avait 3 défenses, qu'il y avait une trompe en arrière puis une trompe en avant, puis 2 queues chaque côté. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu as fait dans le rêve? Ben rien, il y avait juste l'éléphant puis bon, t'as rien fait dans le rêve. Ben c'est ça qu'il faut comprendre. C'est là qu'il faut interpréter le rêve. Il faut interpréter l'événement rêve. Les Indiens m'ont attaqué, qu'est-ce que tu as fait? Ben moi, j'étais pas là, c'était mon ami. Parfait. Maintenant, ton ami, toi, tu as observé ces choses-là et tu as fait quoi? C'est là l'interprétation des rêves. Si on parle de l'homme nouveau, de la personne transitive, c'est là qu'elle doit se faire. Pas se réveiller. Fait 3 fois que je fais le même maudit rêve. Parfait. C'est la 3 fois que tu fais le même maudit rêve que tu dois observer. Pas le rêve. Ça prouve, premièrement, que l'être humain est manipulé dans sa pensée. C'est une chose. Ça prouve, deuxièmement, que l'être humain se fait charrier d'une façon négative plus souvent que positive. Et ça prouve qu'effectivement, l'être humain aurait un intérêt particulier à devenir le gestionnaire de cette forme de pensée. Non seulement tu vas maintenant dormir et avoir la paix, et deuxièmement, tu vas pouvoir te servir du rêve comme d'un psychiatre, comme d'un psychologue, comme d'un miroir. C'est-à-dire que selon ce que tu vis dans le rêve, ben évidemment, tu pourras constater que tu es tel genre d'individu, et c'est là-dessus que l'être humain doit travailler.
Est-ce qu'il y a une réelle utilité au rêve? Parce que si je me rends compte de la manière que tu parles, à un moment donné, l'homme nouveau va arriver, qui aura plus besoin, il va contrôler ses rêves, il va pouvoir pratiquement les manipuler. Alors, pourquoi avoir des rêves à ce moment-là? Bon, c'est un peu comme le gars qui regarde la bâtisse ici, qui a 14 étages, et qui se dit « Les échafauds, ça sert à rien! » Ah, ça sert à rien quand la bâtisse est là. Mais quand il n'y a pas de bâtisse, il faut mettre des échafauds pour bâtir la bâtisse. Le rêve, c'est une condition. Bon, premièrement, allons-y avec le début. L'homme, une fois terrestrifié, perd la mémoire d'où il vient. Cette mémoire va s'effriter sur le contexte de notre planète, on l'a déjà vu. Ça va créer le mensonge cosmique, c'est-à-dire que ça va créer les annales akashiques, ça va créer les archétypes. Archétypes, c'est pas les vieilles formes. Et l'être humain planétarisé va devoir essayer de se... Lorsque l'être humain devient conscient, il veut savoir qu'est-ce qu'il fait sur la planète, il veut savoir d'où il vient, où il va, il veut savoir s'il peut être le maître de tout, il veut savoir s'il y a ceci, s'il y a cela, il veut savoir pourquoi il souffre, il veut savoir pourquoi il a les barbites, mais on lui interdit de faire tout ce qu'il veut faire, il veut savoir une panoplie de choses, et il doit, pour avoir une réponse à ces questions, rêver. Il va rêver comment? En fumant un peu de Marie, donc il crée le songe initiatique, pour l'époque, évidemment, et il va s'extra-conscientiser et faisant référence aux archétypes, donc à ses mémoires, à ce rêve réveillé, il va avoir des réponses qui vont lui le satisfaire parce que n'ayant pas la conscience réelle d'où proviennent ces réponses, il est convaincu qu'elles proviennent de sa source. Les Indiens d'Amérique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des tentes à sudation, ils transpiraient, et ils jeûnaient, puis à un moment donné, ils arrivaient à une phase biologique où la personne partait dans des rêves. Et elle avait des songes, donc le songe, c'est un rêve réveillé. Donc, il avait des songes. Et ce songe lui donnait soit un animal totem, donc que la personne devait maintenant imiter, soit qu'elle lui donnait un sentier, quelque chose à suivre, ou des choses comme ça. Lorsque donc ces êtres humains, par le biais du songe, parce qu'avant l'être humain ne rêvait pas tellement, il n'y a pas grand-chose dans la mémoire, par contre il avait un songe, c'est-à-dire qu'il avait un rêve réveillé, et ce songe était beaucoup plus pur qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle d'une panoplie d'autres personnages de l'Antiquité, du côté indo-européen, comme du côté maya, etc., ou amérindien, et on a des personnes qui avaient des songes qui apparemment se révélaient relativement intelligents. Aujourd'hui, de plus en plus, on n'en a plus. Mais l'être humain va recommencer à avoir des songes à un moment donné, sauf qu'il devra apprendre à discerner entre le songe tout à fait coloré d'un songe qui peut avoir de l'efficacité. Et ce n'est pas parce que c'est un songe que c'est nécessairement vrai, et ce n'est pas la beauté ou la pureté du songe qui crée la réalité. Est-ce que c'était coloré à ce moment-là? Dans l'Antiquité, ce n'était presque pas pour la simple raison qu'il y avait l'archétype qui était la correspondance, disons, à 3 dimensions d'un phénomène pluridimensionnel. J'explique souvent que si on place le verre ici, il y a l'ombre du verre sur la table. L'être humain regarde l'ombre et il pense que l'ombre, c'est le verre. Alors il se dit l'ombre, le verre, il est comme ça. Mais en réalité, le verre, il a une dimension de plus, et cette dimension, aussi simple paraît-elle, fait que le verre n'a plus rien à voir avec l'ombre. Donc, lorsque l'être humain connaît l'ombre, et qu'il pense connaître le verre, il se gourre complètement. L'archétype est quand même un phénomène, disons, tridimensionnalisé. Quadridimensionnalisé parce que le temps est une dimension et il est inclus dans le phénomène de la mémoire. Mais lorsque l'être humain fait référence aux archétypes dans le passé, vu qu'il n'y a presque pas de mémoire expérientielle à l'échelle de la planète, cet archétype n'est presque pas coloré. D'où le fait que le songe est plus pur, plus vivant et plus proche de la réalité. Ce n'est pas la réalité, mais c'est plus proche. Plus l'être humain vit de l'émotion, des guerres, des contextes socio-économiques, sociopolitiques, socio-martiaux, plus l'être humain engendre des humanités qui vont se succéder, plus ses mémoires deviennent complexes. Et lorsque l'être humain veut faire référence aux annales akashiques, donc aux archétypes cosmiques, il doit traverser une brume totale, celle des mémoires de notre planète, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'humain veut prendre référence là-bas, évidemment, il se fait carrément charrier par une panoplie de choses. Donc, plus dans l'Antiquité des rêves, les songes étaient plus réalistes, proches de la réalité sans être la réalité. Aujourd'hui, nos rêves n'ont à peu près plus rien à voir avec la réalité, c'est-à-dire que c'est des rêves intéressants, qui sont soit extrêmement dangereux, c'est-à-dire que c'est des rêves cauchemardesques, ou on aura des rêves qui seront intéressants, c'est-à-dire des rêves plaisants. L'être humain qui, de plus en plus, va cheminer à travers sa propre conscience dans son rêve, l'être humain qui va être conscient que tout ce qu'il va rêver est un événement intéressant, un peu comme le scénario d'un film, mais le scénario et le scénariste, c'est la personne, et le scénariste peut donc changer le scénario. Lorsque l'humain va être capable, dans la condition du rêve, d'impliquer qu'il change le rêve, il va lentement aussi être capable, dans la condition de la réalité, d'impliquer qu'il va transformer sa pensée. Ce n'est pas une pensée positive.
Hein? Il va comprendre à un moment donné, il va être capable de discerner quand la pensée qui chemine en lui est de la merde, quand la pensée qui chemine en lui est quelque chose de logique, il va être capable de discerner le goût d'un phénomène pensée logique, d'un phénomène pensée émotive. Et lentement, l'être humain va finir par être capable, s'il est capable d'induire suffisamment un contrôle au niveau de ses rêves, il va être capable aussi d'induire un contrôle au niveau de sa vie extérieure. Et évidemment, il y a des humains qui vont dire, oui, mais moi, en affaires, je marche. Ben non, dans telle chose, je marche. Ça va. Mes rêves, c'est une vraie folie. Oui, d'accord. Maintenant, ta santé, elle est comment? Fais-tu dans bon point? Comment va ton système psychologique? As-tu peur de la mort? Ce n'est pas nécessairement parce que tu marches en affaires que nécessairement que tu marches partout. Ou que tu marches dans l'enseignement, ou que tu marches dans ton corps physique. Tu peux avoir des gros biceps puis avoir des rêves qui te fait charrier. Oui, mais j'ai pas de problème amoureux. Non. Connais-tu quelqu'un avec qui tu vis? Non. Ben, c'est pour ça que t'as pas de problème amoureux. Il y a une panoplie de choses. À un moment donné, l'individu doit faire attention à la subtilité des farces et attrapes qui se vendent à tous les coins des rêves et de la pensée. Alors, l'individu qui arrive à gérer son rêve va lentement être capable de gérer son attitude. Savez-vous ce que c'est que l'attitude? L'attitude, ce n'est pas un phénomène de pensée. L'attitude, c'est un carcan programmé qui oblige la pensée à être dévoilée dans la conscience de l'homme selon un prototype particulier. C'est ça, l'attitude. Souvent, on va dire une personne, oui, mais elle a pas une bonne attitude. Ou encore, elle vit l'attitude du pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle dépense toujours l'argent qu'elle va avoir. Donc, elle a une attitude de pauvre. Elle veut rentrer, elle veut faire de l'argent, elle veut faire des millions, elle veut faire ceci, elle veut faire cela. Elle ne réussira jamais à être riche parce qu'elle a une attitude de pauvre. Qu'est-ce que c'est que l'attitude de pauvre? Ben, c'est simplement que la pensée, lorsqu'elle défoule dans la tête de l'individu pour manipuler sa vie, passe par un tunnel, par une boîte, qui est typique et la pensée ne peut faire autrement que de se placer selon la forme de ce moule. C'est l'attitude. Changer l'attitude ou changer d'attitude de vie, cela ne veut pas dire changer de pensée. Sauf que la pensée ne pourra plus se placer selon l'ancien moule, parce que l'attitude ayant été transformée, elle va maintenant aborder l'autre moule. L'attitude, c'est un phénomène énergético-mental, c'est un phénomène qui est programmé, donc on peut programmer une attitude. C'est-à-dire que l'on peut développer une attitude. Lorsque l'on comprend pas, on va parler d'une attitude de pensée. Mais il n'y a pas d'attitude de pensée. La pensée, elle pense tout croche. Sauf qu'elle doit arriver quelque part et avoir un moule. Et le moule est l'attitude. On peut avoir une attitude dans le rêve. Ici, dans tes rêves, ton attitude est toujours celle qui gère, organise les choses et les fait. Parce qu'on peut aussi même arriver à avoir une attitude d'écologie dans le rêve. C'est-à-dire qu'il y a les Indiens. Bon, on les tue pas toutes. On arrive à leur parler, le fait comprendre, etc. Les Indiens s'en vont, puis on s'en va, puis la paix est là. C'est l'attitude qui fait qu'à un moment donné, lorsque le rêve veut se faire, il rentre dans un moule particulier que le mental a réglé. Et toi, tu observes ce qui se passe et le rêve est toujours absolument parfait. Lorsque tu vis dans la vie, c'est le même maudit phénomène. Parce que rêver, réveiller, hein, on appelle ça penser. Sauf qu'une personne, lorsque toi tu penses à gagner 2 millions à la loterie, 2 fois à la loterie de fil, on va dire, l'autre, elle rêve. C'est ça, la pensée puis le rêve, c'est pareil. Sauf que si elle a une attitude particulière, il n'y a plus jamais le défoulement de pensée pour arriver chez toi et te faire penser à quelque chose qui n'a pas de correspondance réelle avec la vie. L'attitude. L'attitude du rêve, donc le rêve, l'interprétation des rêves, c'est d'interpréter la condition dans laquelle vous êtes quand vous rêvez, plutôt que la symbolique du rêve. Et vous allez vous rendre compte que tant qu'à devenir un jour son seul maître, ben évidemment, c'est drôlement plus intéressant d'apprendre par soi-même que d'apprendre par des maudits symboles. J'ai vu un papillon voler, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y avait sans doute de l'espace aérien. Comment ça? Ben, s'il volait, il fallait qu'il y ait de l'espace aérien. C'est ça que ça veut dire. Bon. Je pensais que ça voulait dire que j'étais pour divorcer dans 2 semaines. Ben, il y a beaucoup d'individus qui fonctionnent comme ça. On ne doit pas. Et on doit plutôt observer qu'est-ce qui se passait. Ah, c'était beau, c'était merveilleux, je sens que ça va bien aller dans ma vie. Ah, foutrement rien à voir. Le rêve est de la pensée, ça va bien aller dans ta pensée. Dans ta vie, c'est autre chose. Il y a la pensée négative, voir tout en noir. Il y a la pensée positive, voir tout en bon. Et il y a la réalité. Et on doit se centrer. Lorsque tu as une attitude l'attitude peut être vivante. L'attitude, c'est créé par le mental. L'attitude, c'est énergétique. Ça peut être suffisamment vivant pour que ton attitude fasse en sorte qu'apparemment, tout ton cheminement de pensée puisse être presque efficace à 100% dans la réalité.
Mais à un moment donné, évidemment, l'être humain va découvrir qu'il n'y a même plus besoin de penser, il y a juste à agir. Et là, donc, on fait référence évidemment à la conscience instantanée, au savoir, à l'énergie supramentale, mais c'est une chose sur laquelle on peut revenir lors de la deuxième partie. Mais l'attitude, c'est la chose à développer, et par l'interprétation des rêves chez la personne transitive comme chez l'homme nouveau, interpréter l'événement, le mouvement événementiel dans lequel on est placé, on peut arriver par former une attitude, et ça peut être plus facile de la former dans le rêve que dans la réalité. Toutes les manipulations sont véhiculées par le monde de l'astral, dans le rêve et dans la pensée. Jusqu'à quel point, à ce moment-là, l'homme peut-il aller chercher dans cet astral? Parce que tout à l'heure, tu as parlé que le mental va prendre contrôle chez l'homme nouveau du physique et son corps astral va s'en aller quand même dans l'astral. À ce moment-là, quelle forme de contrôle il va pouvoir avoir à ce niveau dans l'astral? Bon, très intéressant. La mémoire astrale, faut bien penser que le passé, ça existe dans le présent. Lorsqu'on fouille dans le passé, on fouille actuellement, présentement dans le passé. Quand on regarde une photo, la photo est dans le présent. On va dire que ça symbolise le passé, mais c'est tout dans le présent. Symbolique aussi. C'est pas? Lorsque l'être humain, chez l'homme nouveau, lorsqu'il dort, même s'il y a de la pensée, même s'il y a de la mémoire vient dans la tête de l'homme nouveau. La mémoire, c'est de l'énergie. Si l'attitude, si le moule est particulier, l'énergie qui rentre là-dedans sort intelligemment de l'autre côté, même si elle rentre tout à fait aberrée du bord-là. Donc, l'être humain l'homme nouveau va se servir de la mécanicité des plans astraux pour se réénergiser, pour se restaurer, et il n'aura pas nécessairement besoin de rêver. On va juste finaliser un peu à la deuxième partie. On peut poser des questions, on peut rêver un petit peu pendant l'entracte, et on revient lors de la deuxième partie. Merci.